Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau télé de l'Open World Forum 2010. Nous allons parler au cours de cette table ronde de l'avenir de l'industrie du logiciel libre. Alors on peut en parler de deux manières. La manière un peu désabusée de dire mais est-ce qu'il y a encore un avenir pour le logiciel libre? Je suis sûr que vous allez répondre oui si vous regardez cette table ronde. Et puis de manière plus intense avec nos invités qui, je suis sûr, vont avoir envie de nous expliquer en quoi le logiciel libre est au contraire plein d'avenir. Alors là, une des particularités du logiciel libre, c'est qu'on a tous plusieurs casquettes. Et donc, nos invités ont chacun plusieurs casquettes. Stéphane Fermigier, alors on vous connaît sous l'angle Nuxeo, quoi. Nuxeo, donc éditeur d'une plateforme et de différentes solutions de gestion de contenu d'entreprise open source, d'ECM, qui est une société qui existe depuis une dizaine d'années et qui a évolué dans le sens d'éditeur de logiciels open source. Au départ, on a plutôt pas mal démarré sur du service, mais aujourd'hui, on se positionne comme éditeur avec un travail avec pas mal d'intégrateurs dans l'écosystème. Et avec d'autres casquettes, puisque le monde du logiciel libre, vous le connaissez depuis très longtemps. Alors, tout à fait, ça fait une quinzaine d'années que j'évolue et que je m'intéresse à cet écosystème. Et ça fait 2 ans que je suis président du groupe thématique logiciel libre, une organisation qui regroupe une centaine de membres, des grandes entreprises, des PME et des laboratoires de recherche en Île-de-France, de façon à développer à la fois du business et de la recherche, de la R&D collaborative entre ces acteurs. Alors Philippe Mondargès, d'abord vous êtes notre hôte, vous êtes le grand organisateur de l'Open World Forum édition 2010. Et puis le président d'Alterway. Peut-être un petit mot, on est au milieu de cette première journée. Comment vous sentez cet Open World Forum 2010 ? Écoutez, très très bien, je le sens très bien. Ça s'est très très bien lancé ce matin avec d'abord beaucoup de monde, beaucoup de représentations étrangères, des keynotes très intéressantes de la part de nos politiques comme de nos institutionnels comme systématiques ou d'industriels et des intervenants du livre. On a eu droit à un très très beau débat sur l'état du livre qui était très intéressant. Une intervention, je pense, remarquée aussi de notre ministre qui était assez intéressante. Je dois dire qu'on est très très satisfait et très content de la fréquentation, mais aussi de l'ambiance de networking qui règne. Ce lieu s'y prête superbement. Alors ça peut être une bonne transition. Aujourd'hui, finalement, quand un ministre s'intéresse à un sujet, c'est que soit il y a un coup de com' à faire, soit il y a vraiment un avenir. Vous, l'analyse que vous en faites, c'est par rapport à la question qu'on posait tout à l'heure, il y a un avenir pour l'industrie du logiciel libre. Bien sûr, il y a un avenir pour le logiciel libre. D'abord, l'Open World Forum le prouve. L'avenir, il passe pour l'écosystème ou la filière qu'il représente par ce type de manifestation qui donne l'occasion, une fois par an, de porter un éclairage particulier sur tout ce bouillonnement d'activités. Et quand on dit que le logiciel libre est le moteur invisible des révolutions du numérique ouvert, c'est pas uniquement c'est pas une jolie phrase, c'est vraiment quelque chose de réel. On ne voit pas une révolution numérique actuellement où il n'y a pas une part de près ou de loin du composant libre. Et donc il y a vraiment une industrie du livre qui existe. Et je pense que notre ministre ce matin, et Jean-Louis Sica aussi, ont souligné la part de création de valeur que génère le livre. Ce n'est pas uniquement une industrie de commodisation et de low cost, c'est une industrie qui crée de la valeur. Et on le voit bien dans les produits finis, que ce soit sur Airbus, dans certains types de produits qui sortent dans la mobilité ou dans l'Internet des objets, il y a la création de nouveaux modèles, il y a la création de nouveaux acteurs, il y a la création vraiment d'une réalité économique forte. Alors peut-être que d'ailleurs on peut partir sur cette idée d'un moteur invisible. Nous, notre rôle, ça va être de le rendre un peu plus visible, de faire en sorte qu'on sache. Aujourd'hui, c'est quoi l'industrie du logiciel libre d'ailleurs? Comment est-ce que vous la caractériseriez? Quels sont ses composants? Alors pour moi, l'industrie du logiciel libre, c'est d'abord un ensemble d'écosystèmes. Des écosystèmes régionaux, des écosystèmes autour de différentes technologies, un écosystème Java, Python, PHP, etc. Et puis des écosystèmes autour de différents métiers. Et c'est l'interconnexion de ces différents écosystèmes selon quand même, en gardant toujours à l'esprit les principes du logiciel libre, les principes de partage, les principes de collaboration qui ont rendu le développement du logiciel libre aussi performant, efficace, avec des qualités que les analystes ce matin ont largement souligné. C'est ces principes qui rendent l'écosystème dans une grande mesure cohérent. Il faut voir aussi que dans cet écosystème, il y a ce qu'on va appeler des pure players, donc des éditeurs de logiciels libres,
et des intégrateurs ou des opérateurs de logiciels libres qui doivent travailler, à mon sens, main dans la main, s'entraider dans certains cas, ou développer des alliances de façon à ce que l'opérateur... En ce moment, on fait beaucoup de lapsus en politique. Est-ce que s'entraîner était une manière de faire passer le message qu'on aurait besoin d'aller un peu plus vite, hein? Je pense que la croissance, elle est là. Il y a eu un sondage qui a été fait au début de l'année sur l'ensemble des acteurs qu'on a pu toucher de cet écosystème, une centaine de PME, et la plupart ont noté qu'elles étaient en croissance. Plus de 50% de ces sociétés enregistrent une croissance significative de plus de 10% par an sur l'année dernière et estiment que ça va être la même chose cette année. Donc il s'agit d'un écosystème en croissance, mais par ailleurs, comme l'a souligné Philippe, les idées et les concepts du logiciel libre se diffusent dans d'autres domaines. Les éditeurs propriétaires s'approprient... je sais pas, c'est même pas un lapsus, elle s'approprie les technologies et dans certains cas aussi une partie des outils et des méthodologies qui viennent du logiciel libre, et des intégrateurs aussi plus généralistes vont se lancer autour de l'intégration de technologies libres. Vous avez parlé d'écosystème, souvent on parle aussi de filières. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? On pourrait avoir un débat d'experts là-dessus entre filière et écosystème. La logique de filière sur le plan économique, c'est quelque chose qui est une intégration verticale, une intégration horizontale, et puis une espèce de fonctionnement neuronal. Je pense qu'on a les caractéristiques d'une définition d'une filière au sens pur du thème économique. L'intégration verticale, elle existe, puisque effectivement, il y a des projets, des produits qui aboutissent, qui intègrent différents types de composants. C'est le métier par exemple d'Alterway. On est capable d'accompagner un client de A à Z, complètement depuis la conception de son logiciel jusqu'à son hébergement, sous toutes ses formes, du service managé. Et donc, en ce sens-là, la filière existe. C'est aussi une filière qui est transverse à beaucoup d'activités, beaucoup d'industries. C'est pour ça qu'elle a du mal à être aussi visible pour le grand public ou même la presse économique, j'allais dire, traditionnelle. Ce qui m'intéresse aussi de souligner, c'est qu'effectivement, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, on était dans l'écosystème jusqu'à présent sur un mode de fonctionnement très, très culture technologique, free open source software. Et le grand changement qu'on voit se dessiner là avec l'événement actuel, c'est qu'on passe de cette culture technologique qui est toujours très forte, ce fondamental, ce basique, se rajoute, on voit très bien émerger cette culture, cette approche culturelle de l'open source qui se diffuse et s'infuse aussi dans d'autres sphères. Et on a vraiment beaucoup de... Par exemple on voit bien que par exemple, l'intervention de Bruno Ménard ce matin au SIGREF était intéressante en ce sens-là. Ils comprennent bien que le libre, ce sont des solutions qui sont peut-être alternativement intéressantes pour mettre en compétition par rapport aux propriétaires, qui peut être intéressant économiquement, ça peut faire respirer, comme ils disent, un petit peu leur système d'information. Mais on voit bien aussi que ça les amène à se poser des questions aussi sur ce qu'amène le numérique, ce qu'amène le système d'information. Ce n'est pas qu'une fonction d'automatisation, ce n'est pas qu'une fonction technologique, c'est aussi une fonction qui crée de la valeur en termes culturels de business model. Et ils voient bien les atouts que peut apporter cette culture de l'open source, parce que ça apporte plus qu'une offre technologique. Ça apporte de la gouvernance, ça apporte de la créativité, ça apporte de la culture parfois, ça apporte des nouveaux modèles. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que commencent à percevoir les entreprises, les pouvoirs publics, et un certain nombre de monde dans les médias. Donc c'est ce changement-là, on voit bien que l'infusion technologique débouche aussi sur une espèce d'infusion culturelle. Si le logiciel libre, si l'open source est partout, comme on semble le vivre en tout cas ici, est-ce qu'il a encore besoin d'être considéré comme un écosystème ou une filière à part? Est-ce qu'on ne parle pas tout simplement, comme l'a fait le SIGREF, des technologies de l'information? Est-ce qu'on a encore besoin de stigmatiser? Moi, je pense qu'il y a deux approches quand même. Et l'intérêt, c'est pour ça que on n'est pas sur une différenciation que technologique, on est bien sur une différenciation du mode de culture et de valeur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important actuellement dans l'économie. On voit bien que l'économie, les fondamentaux de l'économie évoluent et que cette approche différentielle au niveau des valeurs joue. Et c'est le plus qu'apporte aussi l'open source. Alors, pour moi, l'open source, c'est aussi des méthodes de développement, des méthodes de collaboration qui sont nouvelles dans certains secteurs de l'industrie et qui font qu'on a une efficacité plus grande, une productivité plus grande, on a une qualité à l'arrivée des produits, des logiciels qui est meilleure. Donc c'est quelque chose qui a besoin d'être encouragé si on veut que notre industrie soit compétitive. Donc c'est quelque chose que soulevait Mathieu Poujol de Pierre Audouin Consultant ce matin au IT Analyst Summit, qui est que l'Europe, dans certains domaines,
a pris du retard, notamment par rapport aux États-Unis, dans certains types de technologies. Il a parlé du middleware notamment, ou même du cloud computing. Et l'open source, le logiciel libre, est une opportunité pour l'Europe pour arriver, en se basant sur ses forces et non pas en essayant de corriger les faiblesses, de monter des offres, de monter des produits qui finalement deviendront tout à fait compétitifs. Et donc ces recommandations à la Commission européenne, c'est de financer, de mettre un certain nombre d'euros ou de millions d'euros sur des projets de façon à augmenter à la fois la compétitivité des entreprises qui font partie de ces projets, mais aussi de toutes les entreprises qui seront intégrés les briques logicielles produites par ces projets de R&D collaborative dans des produits plus intégrés, plus verticaux et évidemment en contribuant du support pour les utilisateurs finaux autour de ces outils. Et puis au final, pour l'ensemble de l'économie européenne qui pourra bénéficier de ces avancées. Mais pourquoi a-t-on encore besoin de soutenir la filière? Alors, je peux essayer de répondre. On a besoin d'une filière qui soit reconnue, qui soit représentative. Et non d'une filière. Alors, il y a des filières qui reposent souvent autour d'un seul acteur. Dans certaines filières, il y a un industriel qui a pris quasiment une situation monopolistique qui représente la filière. Voilà. C'est pas le cas du libre. Dans le libre, c'est effectivement un écosystème multi-contributeur, multi-communautaire, et c'est ça qui en fait sa richesse et sa diversité. La filière elle a besoin d'être reconnue pour plusieurs raisons. Ce qui va faire vivre la filière, l'écosystème, c'est la capacité à avoir de la ressource. Et la ressource dans l'industrie du livre, c'est d'abord de la formation, c'est d'abord des ingénieurs, c'est d'abord la capacité à créer des emplois à ce niveau-là. Et pour créer ces emplois-là à ce niveau-là, il faut avoir des formations adaptées. Et c'est en amont qu'il faut travailler. Et ces filières-là, elles doivent exister pour notamment promouvoir auprès des pouvoirs publics, effectivement, ces cycles de formation qui manquent encore un peu. On ne fournit pas assez d'ingénieurs. On a un déficit de recrutement dans nos entreprises, de recrutement, je veux dire, de personnes spécialisées, compétentes, formées à. Et donc, en ayant une filière puissante, on peut jouer effectivement sur les cycles de formation, les cycles que ce soit universitaires, les grandes écoles, pour promouvoir plus le livre. C'est un point important et c'est en ce sens-là que la filière a besoin d'exister et d'être reconnue. Moi, j'aimerais répondre aussi. Pourquoi est-ce que l'écosystème ou la filière a besoin du soutien des pouvoirs publics? Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait qu'il y a déjà des monopoles qui sont constitués ou des oligopoles qui sont constitués autour de sociétés plutôt américaines en général, et il y a besoin de contrer ces monopoles en encourageant des sociétés plus petites qui n'ont évidemment pas les moyens, qui n'ont pas la puissance, qui n'ont pas la force de frappe aussi bien au niveau des ventes que du marketing pour faire connaître ça et pourrait diffuser être leurs une produits. espèce de Small Business Act à la française qui privilégierait pas forcément simplement le logiciel libre, aussi des petites structures. Qui existaient sous une certaine forme, puisque effectivement dans les appels d'offres publics, effectivement, on devait avoir ce type de comportement. Voilà. Ça, c'est un des aspects. Après, il y a un aspect de transition, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une évolution majeure dans l'économie, dans la société, il est normal que l'État accompagne cet accompagnement parce que d'un point de vue micro de chaque acteur, finalement chaque éditeur de logiciels propriétaire, vu de son côté, il va continuer sur son modèle sans avoir forcément la capacité d'investissement de passer le cap et de changer de modèle. Alors avec un accompagnement, avec aussi bien des incitations directes, donc financières, souvent sous la forme de projets collaboratifs, que de manière indirecte avec de la commande publique, l'État peut effectivement jouer le rôle de petit coup de pouce qui va permettre de basculer juste au-dessus de l'obstacle et finalement de passer vers un nouveau modèle plus créateur de valeur, aussi bien pour les sociétés que pour les utilisateurs et la société en général. Oui, je pense qu'on a besoin du soutien des pouvoirs publics, toujours, même s'il y a eu du soutien sans être assisté. Par contre, effectivement, c'est au pouvoir public de jouer leur rôle, effectivement, d'animer et de faire en sorte que cette filière soit reconnue. Effectivement, il y a cette situation par rapport aux éditeurs, aux oligopoles dont parlait Nathalie Kosciusko-Morizet, mais effectivement, qui ont un poids et un lobbying très puissant. Mais je pense que si on cumule le temps d'années ingénieurs qu'on a dans le secteur de l'open source en France et la force de frappe que ça représente en termes économiques, on a là un véritable enjeu aussi économique pour notre pays et pour l'Europe d'une manière plus large. Donc la filière existe, elle est à mes yeux pas forcément encore bien identifiée, reconnue, elle n'est pas forcément bien représentée encore, elle est représentée sous différentes
forment. Et là-dessus, les pôles de compétitivité jouent leur rôle fortement. Mais je dirais qu'il y a nécessité de faire en sorte que ce ne soit pas simplement une filière technologique, mais c'est bien une filière créatrice de valeur au sens plus large. Et c'est comme ça qu'on peut vendre plus facilement les choses auprès de nos pouvoirs publics. Dernière question de conclusion, est-ce qu'il faut aller jusqu'à une forme de discrimination positive, de dire finalement, que ce soit au niveau des commandes publiques ou d'autres, il faudrait qu'il y ait un pourcentage de logiciels libres ? À mon avis, dire qu'il faut un quota n'est pas forcément la meilleure approche. En tout cas, c'est pas celle que personnellement j'encouragerais. Il me semble que ce qui a été fait dans certains pays et ce qui a été suggéré dans certaines recommandations qu'on a pu lire au niveau français, de dire simplement à qualité égale, la commande publique devra privilégier la solution en logiciel libre, ça me paraît une façon d'encourager, de passer un message positif vis-à-vis des services généraux dans les administrations ou les collectivités, qui fait que les acteurs du livre, les intégrateurs et les éditeurs auront une chance de continuer à se développer sur ce marché. Je ne pense pas qu'il faille parler de discrimination positive. Il y a le mot discrimination, déjà, c'est pas très beau. Par contre, je pense que ça serait bien que l'État puisse... dans son fonctionnement auprès de la formation, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, mettre en avant ces filières. En mettant en avant ces filières, c'est investir sur le long terme. Donc c'est investir forcément sur la filière. Ça, c'est un soutien effectif. On va garder ça comme conclusion, le fait de travailler en amont pour faire progresser et donner de l'avenir à cette industrie du logiciel libre. Merci à tous les deux. Je rappelle que nous recevions Stéphane Fermigier, connu sous l'étiquette Nuxeo essentiellement, et Philippe Montargès qui est l'organisateur de cet Open World Forum 2010 et président de Alterway. Merci et à très bientôt pour une nouvelle table ronde sur l'Open World Forum 2010. Merci à toi.